Merci Younes. Merci Younes pour l'invitation cette deuxième année. L'année passée, j'étais seulement le deuxième meilleur avocat de Suisse après Roxane qui avait été qualifiée de meilleure avocate de Suisse. Donc je suis content d'avoir eu l'upgrade après ma présentation l'année passée. Ça augmente encore la pression. Ça augmente encore la pression. L'année passée, je ne sais pas, ceux qui étaient déjà là, vous vous souvenez peut-être, on vous a parlé de comment structurer des investissements dans des startups pour favoriser l'innovation et puis comment éviter des litiges. Après, on aura un exemple, je crois, avec Nexting d'une startup qui s'est très bien développée, qui est devenue une licorne, une multicorne, je ne sais pas comment on appelle ça. Nous, on va vous parler de quand ça se passe pas très bien ou pas comme c'était prévu. Donc, moi, je vais vous parler de ce que c'est l'insolvabilité, la perte de capital, le surendettement. Et puis Roxane, qui travaille dans notre département judiciaire et contentieux, va vous parler des conséquences judiciaires, donc quand ça se passe vraiment, vraiment très, très mal. Donc, sur cette slide, peut-être brièvement l'introduction, on a ce petit panneau Bankruptcy Ahead, ça dit tout, hein. Le législateur a voulu fixer un cadre législatif pour nous dire attention, attention, on veut éviter la faillite, on veut favoriser l'assainissement et surtout, on veut que vous, sociétaires, vous, entrepreneurs, vous anticipiez les mauvaises situations, les crises financières. Et pour faire cela, le législateur a mis en place un système d'alerte. On a distingué trois signaux d'alerte différents qu'on va présenter après. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces signaux. Ils doivent tous être respectés de manière indépendante. Mais je souligne le rôle clé du conseil d'administration. Parce que ça, c'est quelque chose en pratique, surtout chez les start-upers assez jeunes. On sous-estime le rôle d'un administrateur, hein. On est board member, ça sonne bien sur LinkedIn, etc. Mais en réalité, ça implique de nombreuses obligations et une responsabilité qui peut être assez lourde, hein, en termes financiers, donc en termes civils, mais aussi en termes pénals, comme Roxane va l'évoquer tout à l'heure. Et puis, c'est particulièrement dangereux pour les startups puisque, on le verra, elles ont des problèmes de liquidité, de financement, et puis ça engendre assez vite des obligations légales qui sont souvent méconnues. Donc, je passe au premier signal d'alerte qui est la menace d'insolvabilité qui est prévue par l'article 725 du Code des obligations. Qu'est-ce que ça veut dire solvabilité? C'est pas très clair en français. Je trouve que le terme allemand est plus parlant. Zahlungsfähigkeit, donc capacité de payer, capacité d'honorer les dettes exigibles. Et puis le point d'ancrage du législateur ici, c'est de dire euh, que doit faire le conseil d'administration? Il doit veiller en fait à ce que on évite une insolvabilité. Donc il doit veiller à ce que la solvabilité à moyen terme, entre 6 et 12 mois, soit garantie dans la société. Puis ça, c'est très important hein, parce qu'on parle de liquidité. Euh, c'est souvent en pratique sous-estimé l'importance de dire le conseil d'administration doit prévoir. Il doit prévoir qu'il y aura assez d'argent pour payer les dettes. Et s'il constate qu'il y a un simple risque, une menace qu'on ne pourrait pas payer les dettes avec les liquidités qu'on a en trésorerie, eh bien, il doit déjà prendre des mesures. Et il doit garantir la solvabilité. Autrement, il peut être tenu pour responsable si ça se passe mal. Comment il peut le faire? Il est libre dans les choix. Donc, on parle de liquidité. Il pourrait essayer d'obtenir des crédits supplémentaires, faire des arrangements de paiement avec les créanciers. Puis je précise peut-être que cette solvabilité, donc c'est pas un simple retard dans les paiements ou bien on n'arrive pas à un mois à pas payer ses dettes, c'est vraiment dans la durée, dans cette optique de 6-12 mois. Mais il n'y a pas de délai fixé dans la loi très précis. Si ces mesures du conseil d'administration ne suffisent pas, il doit prendre d'autres mesures d'assainissement à plus long terme pour que la situation économique de la société s'améliore. Et éventuellement, il doit impliquer les actionnaires, notamment s'il veut faire une augmentation de capital pour amener de l'argent frais. Et puis, si tout ça, ça ne marche pas, il a l'obligation d'avertir le juge et puis de demander ce qu'on appelle un sursis concordataire que Roxane va vous décrire en plus en détail après. Puis, dernier point, c'est cette obligation d'agir avec célérité. Donc, il y a vraiment cette notion d'urgence. On est dans une situation d'urgence, on n'a plus de cash, on ne peut plus payer les créanciers et puis encore peut-être les employés. Donc, il faut faire très attention à ces situations. Le projet de révision de la loi du Code des obligations de 2023 prévoyait une obligation pour le conseil d'administration de prévoir un plan de trésorerie avec les inflows, les outflows prévisibles sur 6 mois. Le Parlement a refusé d'imposer ça aux sociétés, notamment pour les start-upers, pour qui ça aurait été soi-disant trop complexe à mettre en place. Mais je pense que c'est un outil qui est vraiment très important. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec Claude, on parlait avant d'anthropique, etc., c'est pas si compliqué que ça de mettre ça en place. Puis
j'en viens au signal d'alerte numéro 2, qui est la perte de capital. Donc pour déterminer ce que c'est cette notion de perte de capital, il faut regarder le bilan de la société. Pour le dire simple, c'est quand dans le bilan, on a les pertes qui dépassent 50% des fonds propres, donc du capital et des réserves légales, on se trouve dans une situation de perte de capital. C'est-à-dire que le capital, les fonds propres qui sont censés garantir les créanciers, est rongé par les pertes. Nos définitions, on dit que les actifs sociaux, moins les fonds étrangers, donc les dettes de la société, représentent moins de 50% des fonds propres. L'obligation de surveiller la solvabilité de la société, c'est une obligation continue qui s'inscrit dans la durée, qui est permanente. C'est tous les jours, le conseil d'administration doit vérifier est-ce qu'on a assez d'argent en caisse, etc. Les obligations du conseil d'administration en termes de perte de capital, elles sont déclenchées uniquement lorsqu'il établit les comptes annuels. Donc on parle du bilan, des comptes de résultats et puis des annexes. Quelles sont ces obligations du conseil d'administration? Eh bien, premièrement, c'est son obligation générale d'apprécier la situation économique de la société, voir comment elle va, voir comment se présentent les comptes en fin d'année. Et puis, s'il constate qu'il y a une perte de capital, donc on a moins de 50% des fonds propres qui sont couverts, eh bien, il faut qu'ils prennent des mesures de remédiation pour mettre un terme à cette perte de capital. Là, de nouveau, il est libre dans ses choix de mesures. On va penser à des mesures comptables, peut-être réévaluer des actifs à la hausse, libérer des réserves qu'on pourrait avoir si on en a. Et puis, le cas échéant, prendre d'autres mesures d'assainissement, de nouveau dans le long terme, avec éventuellement l'aide de l'Assemblée générale des actionnaires pour décider d'une augmentation de capital, par exemple. Et puis là, je vais attirer votre attention sur un point qui est très important et qui est méconnu en pratique, c'est que ces comptes annuels, quand on constate qu'il y a une perte de capital, eh bien, il faut les faire réviser. Et souvent, je pense qu'il y a des entrepreneurs ici, on a une start-up, etc., on fait ce qu'on appelle un opting out. On décide que nos comptes annuels, on est suffisamment grand pour les faire nous-mêmes, on n'a pas besoin de les faire réviser par quelqu'un d'autre. Donc on fait un opting out, pas d'organe de révision. Quand on est en situation de perte de capital, le conseil d'administration a l'obligation légale de nommer un expert réviseur agréé qui va regarder ses comptes, qui va dire ah oui, effectivement, ça ne marche pas, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et qui va émettre un opinion d'audit. Donc c'est très important en pratique, très peu appliqué. Et puis à nouveau, l'obligation d'agir avec célérité, ça revient dans chaque article de loi, hein, dans l'article 725A, et dans chaque article on dit agissez vite, anticipez, c'est comme ça que vous allez éviter la casse pour les créanciers. Puis j'en viens au troisième et dernier signal d'alerte, qui est le surendettement, qui est peut-être celui qu'on connaît le plus, hein. C'est en gros les pertes au bilan qui représentent plus de 100% des fonds propres, du capital social, des réserves légales. Donc là, c'est la cata, les carottes sont cuites. On n'a plus de fonds propres, tout a été rongé par les pertes. Donc l'actif social moins les fonds étrangers, moins les dettes, c'est une valeur négative. Donc là, ça devient vraiment très préoccupant. Quand est-ce que le conseil d'administration doit agir? Eh bien, ce n'est pas au moment des comptes annuels, comme pour la perte de capital, ce n'est pas une fois dans l'année, c'est tout le temps. Et dès qu'il a des raisons sérieuses, et à nouveau, je trouve que le terme allemand est un peu meilleur, une begründete Besorgnis, donc une crainte fondée que les dettes de la société sont plus couvertes par les actifs, il doit, ce qui s'apprécie au cas par cas, hein, en fonction de l'état de la société, de la situation économique générale, etc., eh bien, dans ce cas-là, il est tenu de mettre en place une procédure assez stricte, avec des délais, avec des obligations légales importantes, et Roxane va parler de ces différentes mesures qui doivent être mises en place. Mais ça commence par l'établissement immédiat, là on ne parle pas de célérité, on parle d'immédiateté. Dès qu'il a une crainte fondée, il doit établir des comptes intermédiaires. Donc, on ne parle pas de compte annuel, on parle de compte intermédiaire, mais avec bilan, compte de résultats et annexe à la date de ces comptes intermédiaires. Et puis, il doit le faire avec deux valeurs. Donc, ce n'est pas seulement les comptes ordinaires, comme on ferait d'habitude, à la valeur d'exploitation, comme si la société allait continuer son activité. Non, on doit aussi faire des comptes à la valeur de liquidation. Donc, comment est-ce que serait la situation demain si on devait liquider tous les actifs, vendre les actifs sur le marché? Ça pose évidemment un problème pratique, puisque souvent on enjolive les comptes à la valeur d'exploitation. On va mettre que notre produit, notre logiciel génial qui va révolutionner le monde, il vaut 100 millions.
Et puis en fait, quand on regarde le lendemain, ce qu'il y a un acheteur, peut-être, mais pour 5 millions. Donc on a déjà une perte comptable de 95 millions juste en réévaluant à la valeur vénale. De nouveau, cette obligation de soumettre ces comptes intermédiaires à l'organe de révision de la société, s'il en a un, ou de nommer un expert réviseur par le conseil d'administration pour faire une review de ces comptes intermédiaires pour valider cela. Une fois qu'on a établi ça, donc on a une crainte fondée qui est subjective mais qui se base sur des éléments objectifs, on fait ces comptes et là on a un fait. C'est soit on est en surendettement, soit on ne l'est pas. Que ce soit la valeur d'exploitation, valeur de liquidation. Je n'ai pas parlé, il y a des exceptions, hein. Des fois on n'est pas obligé de faire les deux comptes, mais je simplifie un peu. Euh, Dans ces cas-là, le conseil d'administration, il n'a plus le choix. Il doit aviser le juge, donc il doit demander la mise en faillite de la société ou un sursis concordataire où on pourrait proposer un plan, mais ça c'est Roxane qui va vous en parler dans le détail pour améliorer la situation de la société. Donc il faut impliquer le juge et cela rapidement. Donc de nouveau, cette notion de célérité, je vous le disais, c'est dans toutes ces dispositions légales. Il y a deux exceptions à ce que je viens de dire. La première, donc il n'y a pas besoin d'aviser le juge, c'est si on arrive à se mettre d'accord avec des créanciers de postposer leurs créances. Ça veut dire que les créanciers acceptent que, en cas de faillite, leur créance sera payée après tous les autres. Et cela dans le montant nécessaire pour que la société comptablement sorte du surendettement. Et puis, pour autant que cette postposition soit valable pendant toute la durée du surendettement. Donc, c'est-à-dire une fois qu'une créance est postposée, c'est irrévocable jusqu'à ce que la société sorte de la situation de surendettement. Puis l'autre exception, qui est peut-être plus compliquée en pratique, c'est que le conseil d'administration peut ne pas aviser le juge s'il a des raisons sérieuses d'admettre qu'il pourra sortir du surendettement. Et ça, je l'ai vu souvent en pratique. On se dit, ah oui, oui, je vais trouver une solution. J'ai Pascal qui fait de l'IA, il va me trouver un truc. J'ai Younes qui veut mettre un peu de venture capital. J'aurai des solutions rapidement. Alors sinon, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait plus que 50%, on va dire, de chance de trouver une solution pour sortir du surendettement. Et puis, on a un délai qui est assez strict, qui est 90 jours. Cette fois, c'est le seul délai qui est fixé légalement. Et puis, c'est 90 jours à partir de l'établissement des comptes audités. Donc, il faut qu'on ait une idée, par exemple, d'un refinancement qui soit assez certain pour qu'on puisse bénéficier de cette exception. Et puis, ce dernier point, c'est de la responsabilité du conseil d'administration, notamment s'il décide de ne pas aviser le juge, donc de ne pas faire ce qu'il devrait, mais de dire, bon, j'ai trouvé une solution tout seul. Si le dommage est accru pendant cette période, on a les comptes, on a un surendettement de temps, et puis qu'on dit, bon, j'ai trouvé une solution, et en fait, on fait un peu n'importe quoi, on reste passif, et bien dans ce cas-là, tout ce qui accroît, tout le dommage accru pendant cette période-là, et ben c'est pour la pomme des administrateurs personnellement. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose, j'insiste un peu, mais qu'en pratique, on voit que c'est sous-estimé. L'impact, on ne peut pas se cacher dans la société, c'est personnel. Chaque administrateur peut être tenu responsable de son inaction, de sa passivité. Puis avec ça, je passe la parole à Roxane qui va vous parler des conséquences peu joyeuses judiciaires et souvent coûteuses de ces manquements. Alors merci Laurent. Moi je passe à la situation catastrophe. Comme chaque année, j'ai la lourde tâche de vous parler des conséquences judiciaires des sujets qu'on présente. Alors j'arrive au moment critique où le conseil d'administration a franchi le pas. Il se dit ça y est, le surendettement est là. Je me lance. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire donc l'avis au juge qui est prescrit par la loi. Et encore une fois, concrètement, qu'est-ce qu'un avis au juge? Soit vous allez voir un avocat qui vous fera une petite requête toute bien rédigée, parfaite, soit vous vous cassez pas trop la tête, vous faites un courrier au juge, au siège de la société, et vous lui expliquez, monsieur le juge, surendettement. C'est des explications qui sont assez simples. Un courrier d'une page peut suffire. En revanche, ce qu'il faut fournir à tout prix, ce sont les pièces, en réalité. Une des premières pièces, c'est la décision du conseil d'administration qui constate le surendettement. Attention, il y a plein de cas où des conseils d'administration ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que vous êtes 5, 2 personnes ont constaté le surendettement, sont convaincus qu'il faut maintenant aviser le juge parce qu'il en va de la responsabilité personnelle des administrateurs. Et puis, vous avez 3 personnes qui temporisent. Dans ce cas-là, comment on fait? Parce qu'il n'y aura pas de décision du conseil d'administration qui sera prise.
J'ai des startups qui sont confrontées à ces situations. Dans ce cas-là, je conseille aux 2 administrateurs diligents, ma foi, de faire, la vie au juge, en leur propre nom, en expliquant, ma foi, que le conseil d'administration n'a pas pu prendre une, décision là-dessus. Il faut également produire 2 bilans intermédiaires. Laurent en a déjà, parlé, valeur d'exploitation, valeur de liquidation. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, le juge, il va essayer à estimer la valeur des biens à leur valeur d'exploitation. Ça a aussi un impact ensuite pour le sursis dont je vous parlerai juste après. Il faut également fournir le rapport de l'organe de révision s'il est disponible. Donc soit la société a un réviseur et à ce moment-là, le réviseur en général, il a déjà, tiré 20 fois la sonnette d'alarme et donc on peut, produire son petit rapport. Sinon, normalement, même en surendettement, même si vous êtes une société qui a fait l'opt-out, vous devez avoir un rapport. Ma foi, c'est jamais mis en pratique, donc si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, faites quand même l'avis au juge. En cas de doute, c'est toujours ce que je dis, en fait, il y a pas de doute, c'est-à-dire que rien que le fait de douter: «Dois-je le faire?», vous le faites. Et pourquoi c'est hyper important, c'est que chaque jour de retard, si le dommage s'accroît, c'est autant, d'argent que vous devrez au créancier à titre personnel en tant qu'administrateur. C'est vraiment, crucial de le comprendre parce que, en cas de faillite, les créances contre les administrateurs, je veux dire, elles sont inventoriées en ligne numéro 1 et puis c'est sûr qu'on va pas vous lâcher. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez envoyé votre petite lettre au juge, il va convoquer une audience, ça va assez vite à Genève, c'est à peu près 1 mois pour qu'une audience soit convoquée, parce que c'est un sujet qui est urgent, on parle quand même d'une faillite potentielle, donc vous recevrez une audience très vite. Soit vous y allez seul, soit vous pouvez y aller avec un avocat. Les juges, ils ont l'habitude que ce soit des audiences où il y a pas d'avocat parce que, en général, quand on est proche, enfin quand on a constaté un surendettement, on n'a certainement pas un budget à mettre, dans un avocat. Voilà, c'est des audiences où en général les conseils d'administration ou les administrateurs du moins se déplacent seuls. Et ensuite, donc le juge, il vous entend, il examine les pièces et soit il se rend compte, ma foi, que vous avez été particulièrement diligent et plutôt anxieux. En réalité, votre société, elle va bien. Il y a Pascal qui va quand même débarquer avec son logiciel AI, il révolutionne tout. Il y a un ange gardien qui arrive, qui investit. Bon, alors, pas de faillite en vue, et puis on vous donne un petit tampon pour vous dire: «C'est bien, vous avez bien avisé le juge, vous ne serez pas responsable, administrateur» et puis, continuons, la vie de la société. Soit, et ça c'est une possibilité qui est importante et qui est assez peu connue en réalité, vous pouvez, en tant que société, demander le sursis et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est qu'en gros, le sursis, alors, OK, la société, elle va pas bien, mais il y a quand même des investisseurs qui arrivent. Alors, ils sont pas à la porte tout de suite, hein. C'est des investisseurs avec qui on a eu des contacts. Ils seraient prêts à investir à certaines conditions, et cetera. Mais en tout cas, vous croyez quand même aux chances de survie de vos sociétés et donc en tant qu'administrateur, vous allez vous battre pour obtenir un sursis. Donc en gros, c'est un sursis à la faillite, c'est-à-dire que on vous donne du temps, et je vais en parler un petit peu plus en détail, des effets, mais en gros, on vous donne du temps. Le juge vous donne du temps pour trouver une solution. Pour ça, vous devez donc fournir un bilan, un compte de résultat, un plan de trésorerie. En gros, c'est un peu un business plan, quoi. Je sais que certains pensent que c'est pas utile, mais malheureusement, c'est encore utile pour convaincre un juge de ne pas prononcer une faillite. Il faut convaincre. Là, il faut convaincre le juge à tout prix de ne pas prononcer la faillite, de montrer qu'on va s'en sortir. Ou pour une autre raison, des créanciers n'ont pas accepté de restructurer la dette. Une fois que la faillite a été prononcée, alors là, c'est, clap de fin, terminé. La société, elle a plus le droit d'exercer, elle est immédiatement inscrite comme en liquidation au registre du commerce pour que ça soit opposable, aux autres. On peut plus conclure des contrats avec la société, et le cours des intérêts aussi sur toutes les dettes, s'arrête au jour de la faillite. Le conseil d'administration, fini, plus aucun pouvoir. C'est dans les mains de la personne qui va liquider la faillite, désormais que les rôles, ont été, transférés. Puis alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la procédure de faillite parce que soit, malheureusement, vous serez confrontés, vous,
à être au bord d'une société qui fait faillite, ou soit parce que vous serez amené à être créancier d'une société en faillite. Ce sont les cas les plus fréquents. S'il y a très très peu d'actifs dans la société, c'est une liquidation sommaire par l'Office des faillites, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez d'actifs pour couvrir les frais de l'État. Dans ce cas-là, vous pouvez faire une croix sur un dividende de liquidation. Si vous êtes actionnaire, vous pouvez dire adieu à vos actions, elles ne seront pas coloquées. Il faut vraiment, quand vous êtes créancier, prouver que vous êtes véritablement créancier, parce que si vous n'êtes pas admis, vous aurez 0 à la fin. Les créanciers qui sont admis, ils sont dans cet état de colocation. Si pour une raison ou une autre, vous avez été exclu de l'état de colocation, vous pouvez, par la voie judiciaire, attaquer cet état de colocation pour essayer de le faire rectifier, pour prouver en fait devant le juge que vous êtes bien créancier de la société. Ensuite, la grande étape, évidemment, c'est la liquidation des actifs. Donc une fois que, OK, on sait le nombre de créanciers, on a fait l'inventaire de tous les actifs, maintenant il faut passer à l'étape d'après, c'est qu'il faut récupérer du cash. C'est aussi bête et méchant que ça. Donc les immeubles, on les vend aux enchères. Vous pouvez vous inscrire à l'Office des faillites à Genève. Vous avez accès à toutes les ventes qui se profilent. Les stocks aussi sont vendus. Donc, si vous êtes un compétiteur, en général, il y a des bonnes affaires à faire parce que, évidemment, ces valeurs, elles sont revues à la baisse. Donc, il y a quand même, si on veut acquérir des biens bon marché, disons, on peut le faire par ce moyen-là. Et puis, quand tout ça est fait, eh bien, il y a la distribution des deniers, en fait, du substrat qui va rester. C'est une distribution qui est au prorata par créancier de sa créance. Il faut savoir qu'en Suisse, le dividende de liquidation moyen d'une faillite, c'est entre 5 à 10% de votre créance. Actuellement, depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années, ça augmente un petit peu. Typiquement, dans une des faillites bancaires que l'on suit, le dividende de liquidation il est à 70%, ce qui est énorme. Et puis, typiquement dans celle de Prime Energy, l'administration spéciale de la faillite a annoncé qu'il sera entre 20 et 40%. Alors évidemment, à titre personnel, vous récupérez que 20 à 40% de votre investissement, c'est très peu, mais il faut se dire qu'il y a 15 ans, c'était 5%. Donc, je pense que c'est aussi l'effet de l'arsenal juridique que Laurent a présenté, qui a subi des modifications et donc qui permet en réalité de tirer la prise plus tôt et donc que les créanciers existants reçoivent un peu plus. C'est clair que ces chiffres-là, ils ont augmenté avec les années. Et on pense que c'est la conséquence directe des changements qui sont intervenus. Ensuite, alors ouais, ça c'est un petit peu moins fun. Et on a mis des petites menottes sur la slide, mais vous inquiétez pas, vous finirez a priori pas en prison pour ces infractions, en tout cas pas à Genève. Mais on se rend pas compte, mais il y a une multitude d'infractions pénales qui peuvent entrer en jeu quand une société elle fait face à un surendettement ou à des procédures de faillite. Typiquement, le simple fait d'avoir tardé à faire l'annonce au juge, d'avoir tergiversé, etc., eh bien, ça peut être constitutif de gestion fautive. En gros, on a aggravé le surendettement. Donc, en fait, on a porté préjudice aux autres créanciers. Typiquement aussi, la comptabilité. C'est tenu un peu à la va-vite. Pareil, ça, en cas de faillite, c'est une infraction pénale de ne pas tenir correctement une comptabilité. L'autre point qui est assez problématique, ce sont les avantages accordés à certains créanciers. Et ça, c'est assez terrible. C'est qu'en fait, évidemment, avant de tomber en faillite, les sociétés, elles vont essayer de trouver des accords avec les créanciers. Et puis, le créancier le plus pressant, le plus menaçant, va réussir certainement à obtenir de la société un avantage par rapport aux autres. Je sais pas, il demande un droit de gage, vous remettez une garantie, etc. Si vous faites faillite, a posteriori, on va juger ce comportement-là. On va se dire, mais finalement, la société, elle a accordé un avantage à ce créancier-là. Elle n'avait pas le droit. C'est une infraction pénale. Enfin, je vais pas vous faire toute la liste, mais enfin, voilà, je les ai quand même mentionnés pour que vous les gardez à l'esprit si un jour vous êtes dans la tempête. Et alors, dernier point hyper central, parce que alors là, pareil, c'est une espèce de méconnaissance du système, mais en tant qu'administrateur, vous avez une responsabilité personnelle et solidaire pour le paiement des cotisations sociales. Donc une société, lorsqu'elle fait faillite, en général, il y a
Enfin, pas en général, enfin, ça dépend. Il y a parfois des cotisations sociales qui ne sont pas payées, parce qu'évidemment, hein, c'est des frais qui sont importants et donc c'est tentant, ma foi, de laisser une ardoise à ce niveau-là. Donc cotisations sociales, impôts à la source, enfin tout ce qui est prélèvement obligatoire. Si la société tombe en faillite et que, je ne sais pas, la Fersiam récupère seulement 20% des cotisations sociales, elle est en droit, pour les 80% restants, d'aller vous faire le procès à vous personnellement. Et j'ai représenté une brave administratrice dans une procédure contre la Fersiam. Alors, je peux vous dire qu'il y a zéro moyen de défense. Au moment où vous acceptez un siège au sein d'un conseil d'administration, même si vous étiez pas vraiment en charge de la comptabilité, même pas du tout, même si vous n'aviez pas accès aux comptes, que vous faisiez confiance à vos co-administrateurs, il n'y a aucune excuse qui passe. Vous êtes administrateur, vous êtes responsable au même titre que l'autre administrateur qui, lui, avait accès aux comptes et qui, lui, a fait vraiment n'importe quoi. Le critère, c'est quand est-ce que vous étiez l'administrateur, quand est-ce que vous avez démissionné. Donc, on le répétera jamais assez, avant d'accepter enfin, Laurent l'a quand même déjà mentionné, il y a évidemment toute la responsabilité par rapport à la faillite, mais il y a de manière beaucoup plus triviale les cotisations sociales. Et alors là, il faut être sûr, la Fersiam et les caisses à Genève, elles viennent vous faire les procès pour récupérer ces cotisations sociales impayées. Et puis, histoire que ça fasse vraiment bien peur, il y a aussi l'infraction pénale qui est le corollaire. Si vous ne payez pas les cotisations sociales, non seulement vous devrez les payer, et vous avez une condamnation pénale pour le non-paiement. Voilà. Donc, c'est un mot de la fin qui n'est pas très gai. Je vous l'accorde, mais tout ça pour dire que les tempêtes, elles font partie de la vie. Et puis, quand il y a une tempête, il faut aussi se dire qu'elle finira par passer, comme tout. Il faut peut-être simplement juste faire attention et puis bien s'entourer. Et finalement, tout ira bien. Voilà. Merci infiniment, c'était super intéressant. Alors, je suis justement en train d'enregistrer une SA, donc je vais tout de suite vous envoyer ces statuts pour qu'on les revoie ensemble. Mais j'ai l'impression que vos honoraires sont moins importants avant qu'après. Ceci dit, une question. La société anonyme, c'est quand même une invention merveilleuse qui permet en fait d'entreprendre parce que ça minimise le risque à hauteur du capital investi. Et là, j'ai l'impression qu'il va se passer deux choses avec cette nouvelle loi. Un, on flingue en fait l'intérêt de ce... C'est pas parce que tout le monde n'entreprend pas de manière illicite ou pour gruger les investisseurs dans des panneaux solaires. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va... Alors ça va assainir la situation, mais que ça va en fait diminuer le taux d'innovation dans la société en général? Peut-être je précise, c'est pas une nouvelle loi, c'est pas des nouvelles règles. Elles ont été modifiées en 2023, elles ont été précisées. On a ajouté notamment l'obligation de surveiller la solvabilité, ce premier point, et justement pour permettre au conseil d'administration de bien faire les choses, d'anticiper. Et je pense que l'accent a vraiment été mis là-dessus, et c'est pour ça que je trouve dommage qu'on ait supprimé l'obligation de tenir un plan de trésorerie, puisque c'est exactement ça qui permet d'éviter qu'on se retrouve dans des mauvaises situations. Euh, Ensuite, la limitation de la société anonyme donc, au capital, c'est pour les actionnaires. Le risque des actionnaires, il est limité à ce qu'ils contribuent en termes de capital. Mais ceux qui sont responsables de la gestion, ils ont une responsabilité, et depuis toujours, hein, de bien faire les choses, de faire attention. Puis cette responsabilité, elle est évidemment limitée. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire, là, vous avez fait un mauvais choix de business, ce qu'on appelle la Business Judgment Rule, qui permet de dire, bon, il y a des erreurs qui se font, de manière rétrospective, on voit que c'était une erreur, mais de manière prospective, au moment où on a pris la décision, c'était fondé d'un point de vue business. Donc, on vous a fait un peu peur. En pratique, comme les cas sont quand même relativement limités. C'est assez dur et assez rare de voir des administrateurs qui sont vraiment condamnés, qui sont tenus de payer le dommage. Regardez Swissair, il y a eu des énormes procès, ce qui est déjà suffisamment pénible, mais finalement, il n'y a aucun administrateur qui a été tenu responsable du dommage, à ma connaissance. Pareil pour Crédit Suisse. Pour l'instant, je n'ai pas entendu qu'il y avait une procédure contre le président de Roche, qui était administrateur de Crédit Suisse. Donc, oui, ça limite un petit peu mais c'est plus pour faire attention, pour protéger le public, les créanciers, les contreparties. Je sais pas si tu veux ajouter. Moi, je pense que, en fait, pareil, quand on accepte un siège de board member, on se dit
que c'est la super société, tout va super bien se passer. Enfin, je veux dire, là, on fait le plan catastrophe parce on nous a demandé d'en parler. Mais quand les choses sont au vert, quand tout se passe merveilleusement bien, on pense jamais à ça. Je veux dire, il n'y a jamais une seule personne qui veut se lancer dans une boîte qui nous dit: Ok, Roxane, maintenant tu me fais la liste de tous les scénarios catastrophes, de tout ce que je risque. Non, mais non, ça n'arrive pas. Donc, moi, je pense qu'en fait, c'est l'humain. On est positif, on y croit dans son business, on se dit: «Ça se passera jamais mal» et puis les gens, foncent et tant mieux, hein. Là, on force le trait et puis on en parle des choses négatives qui arrivent parce qu'elles arrivent de temps en temps. Mais disons, dans la grande majorité des cas, les administrateurs, ils sont à peine au courant de la en fait, de l'étendue de leurs devoirs et de leurs responsabilités et cetera et puis peut-être que c'est un peu tant mieux. On a un problème de liquidité, on met en place ça, vous le mettez dans le procès-verbal du conseil d'administration, vous voyez que vous avez une perte de capital, bah, vous documentez que vous avez nommé un organe de révision, vous documentez que vous avez pris telle et telle mesure, comme ça vous pouvez montrer justement après, ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, je sais pas, ce qu'on va vous reprocher surtout, c'est de rester passif. Voilà, ça c'est le maître mot, quoi. Et puis évidemment de frauder vos créanciers, mais ça c'est un autre débat. Les gars, c'est important d'en parler parce que si même Crédit Suisse a fait faillite, enfin, qui aurait imaginé il y a 4-5 ans en arrière que Crédit Suisse aurait fait faillite, enfin, il y a plus personne qui est à l'abri, quoi. Alors techniquement, ils n'ont pas fait faillite. De nouveau, parce que non, mais c'est parce que ça aurait été une catastrophe. Mais c'est qu'on s'est dit bon, bah, on veut anticiper ça parce qu'on voit. Je parlais de cette banque en face qui est beaucoup plus petite. C'est déjà extrêmement compliqué. Ça fait plus d'1 an et demi que nos collègues travaillent sur cette faillite. C'est vraiment énorme. Et les actifs sous gestion, c'était un millième de Crédit Suisse.